Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Je vais te parler de la Super League. Donc, c'est une compétition de football qui est en train d'agiter un peu le monde du football. Et je vais t'expliquer en détail pourquoi le foot business est en train de gagner et surtout pourquoi ce foot business là est en train de perdre les pédales. Je vais t'expliquer pourquoi cette compétition a vu le jour. Je vais te parler vraiment de la genèse de tout ça, pourquoi on en est arrivé là, le but de cette compétition, et par la suite je vais t'expliquer vraiment pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée, cette idée de Super League. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos en exclusivité. Mis à part les créateurs de la compétition, tout le monde s'insurge de cette fameuse compétition, que ce soit l'UEFA, que ce soit les ligues. Alors, juste pour t'expliquer succinctement, c'est quoi cette compétition? Alors, la Super League, ça a été créé par 12 clubs fondateurs, les 12 clubs les plus puissants en football. Donc, je te mettrai ici les noms. Et en fait, ces clubs-là, ils se sont dit que plutôt que de partager avec des petits clubs en Ligue des Champions les droits télé, ils allaient avoir les droits télé uniquement pour eux et créer leur propre compétition. Donc il se passe clairement de l'UEFA qui a organisé toutes ces compétitions-là, ils se passent de tout ça pour créer leur propre compétition et dans le but de générer plus de revenus de droits télé. On parle de 350 millions uniquement pour chaque participant et le gagnant devrait gagner 1 milliard d'euros. Donc là, clairement, ces gens-là ont rejoint cette compétition uniquement par avidité, mais pas que. On va voir qu'il y a aussi derrière plusieurs années de mauvaise gestion financière qui se cachent derrière tout ça. Et donc parmi les clubs, tu as certains gros clubs qui gagnent évidemment très souvent la Ligue des Champions. Je pense notamment au Real, un peu moins le Barça, mais ça a été le cas. Tu as eu Liverpool qui a gagné récemment. Mais quand tu regardes la plupart des clubs, tu as déjà Arsenal. Excuse-moi, Arsenal, c'est pas l'équipe qui gagne tout le temps, mais en fait, tu as des clubs opportunistes. Donc, tu as par exemple le Milan qui n'a pas gagné depuis très longtemps, la Juventus qui n'a pas gagné depuis 96. Quand je dis pas gagné, je parle de la Ligue des Champions. Tu as tous ces gros clubs-là qui ont dépensé énormément. Tu as le Milan AC, j'en ai parlé, qui a dépensé énormément récemment et qui arrivait même pas récemment à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et en fait, tu as tous ces gros clubs-là qui se sont dit, plutôt que de se qualifier à chaque fois en championnat, moi, je veux pas ça. Je veux être tout le temps sûr de gagner la même somme d'argent. Donc, je vais te montrer un peu pourquoi tous ces clubs-là sont arrivés à ça, mais tu vas vite le comprendre. Donc, je suis tombé sur des chiffres datant de l'année 2016, mais honnêtement, en plus avec le coronavirus, ces chiffres-là sont équivalents. Donc, quand tu regardes ces clubs-là qui sont soi-disant très riches, tu vois en fait qu'ils sont très endettés. Donc, notamment Manchester, 459 millions de dettes en 2016. L'Inter de Milan qui fait également partie des clubs fondateurs, 438 millions d'euros. Quand on voit en plus leur parcours en Ligue des Champions, on voit qu'ils dépensent très mal leur argent. Pareil pour Manchester qui n'arrive même pas à dépasser les quarts de finale. L'Atlético Madrid, 400 millions, bien qu'ils arrivent quand même à aller haut en Ligue des Champions souvent, ils sont très endettés. La Juventus, pareil, ils ont fait énormément d'efforts financiers. Ils ont fait notamment venir Cristiano Ronaldo pour plus de 100 millions d'euros et ils ont, 289 millions d'euros de dettes. Le Milan AC, pareil, ils ont constitué une grosse équipe. Ils n'arrivent même pas, là ils vont se qualifier peut-être cette année, mais ils n'arrivent même pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et après, tu as également Liverpool, qui fait partie aussi de l'un des clubs fondateurs. Après, j'ai d'autres chiffres quand on regarde en détail. Tu as par exemple le Barça qui a plus d'1 milliard de dettes. Tu as bien entendu, 1 milliard de dettes. Et comment on arrive à ça? En fait, ces clubs-là, ils basent leur budget sur des revenus potentiels qu'ils pourraient tirer. Notamment en cas, par exemple, s'ils vont haut en Ligue des Champions, ils disent ok, je vais pouvoir toucher tant, donc moi je vais investir derrière en achetant un joueur, en payant des salaires mirobolants à des joueurs. Et c'est comme ça en fait qu'ils se disent qu'ils vont
être à flot au niveau des budgets. Mais quand tu gères ton budget de cette façon-là, en disant potentiellement je vais aller loin en Ligue des Champions, sachant que c'est pas sûr, parce que le football c'est justement ça qui fait la beauté du foot, c'est ce côté imprévisible, contrairement à d'autres sports où c'est souvent les gros qui gagnent. Là c'est pas le cas, même si c'est un peu le cas, mais c'est moins le cas. Et en fait ces gens-là, ils ont basé leur chiffre d'affaires là-dessus. Et là ils se sont dit, plutôt que de faire des prévisionnels au cas où je vais gagner, au cas où je vais ci, au cas où je vais ça, là ils vont complètement enlever ce côté-là en se disant dans tous les cas, je vais participer à la Super League et je vais gagner quasiment toujours le même montant de chiffre d'affaires. Donc derrière, c'est des revenus en plus, je vais pouvoir payer les salaires, je vais pouvoir faire plein de choses. Et en fait, tous ces clubs-là, ils ont perdu des valeurs. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas payer les joueurs. Il y a une économie qui est générée. Des clubs, par exemple, là, le Barça, il génère plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, ils ont des grandes stars qui génèrent énormément d'argent. Donc c'est normal que les joueurs soient payés en contrepartie. Mais je vais te prendre un exemple flagrant. C'est par exemple Messi, actuellement, il est payé 70 millions d'euros. Donc 70 millions d'euros, moi je le vois comme si chaque année, en fait, il faisait un transfert d'un nouveau joueur. Sauf que là, c'est le même joueur. Alors, effectivement, c'est un très gros joueur, mais est-ce que ça vaut pas le coup plutôt là, on parle vraiment du côté business, attention, pas du côté sportif. Oui, du côté sportif, Messi est très fort, il faut le garder, etc. Mais est-ce que ça valait pas plus le coup de revendre ce joueur-là, dégager peut-être 200, 300, 400 millions en termes de transfert, et après de reconstituer une équipe, et avec une partie de rembourser les dettes. Mais à s'accrocher absolument à ces joueurs, en gardant les stars, parce que ça rapporte gros. Là encore une fois, on est dans le foot business. En faisant ça, là, on se dit, ok, je vais le surpayer, ça va me mettre à mal au niveau de ma masse salariale, et du coup, je vais me mettre en danger au niveau de l'entreprise, donc Barça. Et ça, c'est ça qui est très, très, très mauvais. Eux, ils se sont dit, on va créer des charges, donc avec des salaires, avec également des transferts, parce que là, je n'ai pas précisé, mais il y a plus d'1 milliard de dettes, mais les 1 milliard de dettes, ça vient aussi d'anciens transferts qui n'ont pas réglé. Donc, ils ont payé des joueurs, mais qui n'ont même pas réglé, notamment un joueur, donc Malcolm, ils doivent de l'argent à Bordeaux, ils n'ont même pas encore réglé l'argent, alors que le joueur, il est déjà parti. Enfin, c'est là où tu vois que ça tourne un peu dans n'importe quoi. Ils ont surpayé des joueurs. Ils ont acheté Dembélé, très bon joueur, mais qui coûte 180 millions, je crois. Ils ont acheté Coutinho, je crois aussi pareil, c'est 160, enfin bref, quelque chose comme ça. Enfin, ils ont surpayé des joueurs, et pour avoir très peu de résultats. Ils ont acheté aussi Griezmann 120 millions, alors qu'il a 120 millions, alors qu'il a quasiment 30 ans. Enfin, voilà. En quelques années, ils ont dépensé dans des joueurs qui n'ont pas rapporté grand chose derrière au niveau Ligue des Champions, etc., etc. Alors que l'âme du Barça, il y a plusieurs années, c'était vraiment le centre de formation. Quand tu vois, avant, quand ils gagnaient l'épine dorsale, les joueurs qui gagnaient, c'était des Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, Valdés, ce genre de joueurs. Tous, ils ont été formés au club. Et quand tu vas à l'encontre de ton âme et que tu vas dépenser à tout va de manière irréfléchie, et ça crée ça. Il faut comprendre une chose, ces clubs-là, ils ont pensé que plus ils allaient dépenser d'argent, plus ils allaient en gagner. C'est pas le cas. Il faut dépenser de manière astucieuse. Le Bayern, par exemple, a dépensé de manière astucieuse. Comment? Ils ont, par exemple, créé leur propre stade, ce qui fait que maintenant, ils tirent des recettes plus conséquentes de la billetterie. Arsenal a aussi fait ça, ce qui fait que malgré qu'ils aient des mauvais résultats, ils arrivent toujours à avoir un bon budget parce qu'ils ont des revenus de par leur stade. Donc c'est toutes ces choses-là qui, au niveau en termes d'investissement, sont intéressants pour avoir des revenus. Mais quand tu surpayes un joueur, quand tu le payes en salaire, un salaire excessif, c'est pas ça qui te fait gagner. Et ces entreprises-là, elles se sont dit, on va aller dans l'investissement massif. Plus on va investir, plus on va réussir. Et Paris a longtemps été là-dedans. Et quand on regarde les 2 dernières saisons, c'est les 2 dernières saisons où Paris a le moins dépensé, mais a plus réfléchi. En fait, une entreprise, elle doit être agile, elle doit s'adapter. Se dire, voilà, je vais acheter tel joueur, mais le moins cher possible. Je vais l'avoir en prêt. Et si tu regardes bien, les 2 dernières années, Paris, c'est ce qu'ils ont fait. La balance de transfert, elle est, je crois que l'année dernière, ils ont dépensé 80 millions et derrière, ils ont reçu 80 millions de transferts. Donc, ils sont à l'équilibre. Et cette année,
mis à part un seul joueur qu'ils ont acheté, il n'y a pas eu de transfert, c'est que des prêts, c'est que ce genre de choses. Ils ont eu des joueurs gratuits. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on gère. Et le pire de tout ça, c'est que quand tu regardes les clubs, donc il y a les principaux clubs fondateurs, donc c'est les 6 gros clubs anglais qui sont vraiment pour cette Super League. On va regarder les droits télé, et là c'est quelque chose de fou, c'est qu'on se rend compte que les droits télé, c'est plus de 3 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire une équipe comme Manchester City, ils ont eu 171 millions d'euros. Liverpool, 173 millions. Chelsea, 166 millions. Donc malgré tout cet argent-là qui est généré, malgré les chiffres d'affaires impressionnants que font, je crois que je vais te montrer les chiffres d'affaires. Voilà, tu vois les chiffres d'affaires, on parle de 715 millions, Real 714, Manchester 580 millions, Liverpool 558. Voilà, tu vois que c'est des gros chiffres d'affaires. Malgré tout ça, tous ces clubs-là sont en déficit, notamment Manchester qui est dans un déficit vertigineux. Parce que Manchester, pareil, dès qu'ils ont perdu une identité au niveau du club, ils ont voulu dépenser à tout va sans réfléchir et ça n'a donné aucun résultat sportif. C'est important quand tu es une entreprise, donc même pour un club c'est la même chose, avoir une identité, voilà. Le Bayern par exemple, ils sont toujours dit voilà, nous on va pas mettre je crois qu'ils ont jamais mis plus de 80 millions pour un joueur. Alors que là, dans toute cette liste-là, ils ont tous mis 80, 100 millions pour des joueurs. Le Bayern ne l'a jamais fait. Et pourtant, ils sont souvent en Ligue des Champions et ils la gagnent. Donc, parmi tous les clubs, les 12 clubs dont je t'ai parlé, forcément, tu as des opportunistes. Je pense notamment à l'Inter. L'Inter, ils se qualifient quasiment jamais. Eux, ils se disent, moi, c'est tranquille, je vais jouer une Super League et je vais gagner 350 millions. Donc, ça va permettre de rembourser leurs dettes. Parce que là, ils parlaient de dettes. Ils disent que c'est par rapport au coronavirus qu'ils veulent créer ça. Ok, oui, pendant le coronavirus, certains ont perdu de l'argent. Là, on voit, ici, c'est le chiffre d'affaires 2019-2020, et là, c'est le chiffre d'affaires avant le coronavirus. Donc là, tu vois que tout le monde a baissé, ce qui est normal. Voilà. Et quand tu regardes, au final, c'est une baisse très, très légère. Parce que quand on regarde la répartition du chiffre d'affaires, par exemple, de Manchester et de Paris, on voit que la billetterie, c'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est les droits télé et les revenus commerciaux. Sachant que les droits télé ne vont faire que croître. C'est le cas aussi pour PSG, puisque là, ils sont arrivés haut en Ligue des Champions. Et les revenus commerciaux, plus l'entreprise, donc la marque est forte, plus il y aura des revenus commerciaux qui vont augmenter. Donc là, on le voit très clairement que dire que c'est le coronavirus qui leur a mis à mal, non, ce n'est pas vrai. Ça a contribué à une perte de chiffre d'affaires, mais quand on regarde au niveau du chiffre d'affaires, il n'y a pas une grosse perte. Là, on va dire le Barça, ils ont quand même perdu 100 millions, mais quand tu regardes les autres, c'est très minime. On parle de 30 millions, 40 millions de pertes. Voilà, c'est ridicule. On est quand même sur des pertes qui sont vraiment ridicules. Je vais te dire pourquoi, selon moi, c'est une mauvaise idée, cette compétition. En fait, là, ils se sont dit qu'ils vont faire jouer que les grands clubs entre eux. Mais en fait, ce qui fait la beauté du football et ce qui fait que les gens sont prêts à payer pour aller donc regarder un match, ils sont prêts à payer pour regarder la télé, c'est l'effet de rareté. Ça, c'est très important en business, l'effet de rareté. Quand quelque chose est courant, les gens n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie d'aller voir les matchs, alors que là, c'est des effets de rareté. Quand on arrive les 8e, quarts ou demi-finales de la Ligue des Champions, on adore regarder des très gros matchs serrés, où les gens se dépassent. Voilà, ces valeurs-là, on adore. Par contre, si demain, tous les jours, tu as un Barça Real de Madrid, un Barça Manchester, un Liverpool Arsenal, ou ce genre de choses, au niveau des droits télé, au début, ça va être très fort parce que les gens vont être intéressés, dire voilà, qu'est-ce que c'est que tout ça, bien qu'il y a quand même un lever de bouclier qui est quand même très fort, mais par la suite, ces matchs-là n'auront plus de saveur. Donc l'effet de rareté, il est très important et c'est ce qui a été fait dans la Ligue des Champions actuelle. Donc ça, ils vont perdre cet effet de rareté-là et donc, du coup, moi je pense que ça va les desservir. En deux, ce qui est pas bon pour eux, c'est que le football avait une valeur de mérite. Voilà. Il faut mériter pour être professionnel, il faut mériter pour jouer dans un grand club. Voilà, il y avait ce côté valeur où il faut se battre.
Et là, aujourd'hui, ils enlèvent tout ça en disant non, nous on est les super puissants, on va jouer entre nous. On aura quand même 5 clubs qu'on va pouvoir inviter, parce que c'est même pas, voilà, c'est des invitations de temps en temps, mais voilà, il n'y a plus d'histoire de mérite. Et le football, c'est beaucoup ça. Donc ce qui fait que les supporters ne vont pas apprécier ça, parce que il ne faut pas oublier que c'est tous ces gros clubs dont j'ai parlé juste avant qui ramènent leurs revenus, c'est les supporters via la billetterie, via les maillots, via les produits dérivés, ce genre de choses. Et si demain ils disent en fait ces clubs-là ils jouent entre eux, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus ce côté descente, montée qui apporte quelque chose. Parce que moi je te dis clairement, cette compétition-là, au bout de 3-4 ans, les gens ils vont se dire en fait qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, il n'y a pas de nouveau club, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc pour moi, c'est pas viable sur le long terme. Et ce qui me fait rire, enfin, ce qui est marrant quand même, c'est que tu as des mecs derrière qui sont des présidents de gros clubs qui font des chiffres d'affaires de fous, mais qui n'ont pas réfléchi à ça. Ou bien, il y a une autre hypothèse, je te le dirai à la fin de la vidéo, mais je pense que ça penche plus vers ça. Parce que là, j'arrive pas à comprendre pourquoi faire cette Super League, parce que ça n'a rien d'intéressant. Donc moi, très sincèrement, je pense que c'est plus un moyen de mettre la pression sur l'UEFA pour avoir plus de droits. Je pense que c'est un moyen de justifier la mauvaise gestion financière à tous ces clubs-là, de se dire voilà, on va mettre la pression, ça va créer entre guillemets une pression sur l'UEFA et ils vont augmenter les droits télé. Moi, la solution que je vois, c'est de la jouer un peu à l'américaine. L'américaine, les Américains, ils sont vraiment très forts au niveau du sport pour créer le show. Je pense qu'il faudrait vraiment aller vers, par exemple, un championnat qui joue, je crois que c'est quelqu'un de RMC qui disait ça, je ne sais plus son nom, un journaliste d'RMC, un championnat qui va jouer par exemple de septembre à avril, donc après on joue le championnat, après par la suite on va jouer la Ligue des Champions de avril à juin, et après les coupes, donc Coupe de France, Coupe d'Espagne, etc., sur juillet. Et pourquoi ça c'est intéressant de faire ça? Parce qu'en fait en faisant ça tu vas concentrer le business, tu vas concentrer les vues donc sur les matchs, et les matchs ils vont être beaucoup plus regardés. Donc qui dit des matchs plus regardés dit que les sponsors derrière vont payer encore plus. Alors que là actuellement il y a beaucoup trop d'offres et il n'y a pas cet effet de rareté qui est très marqué. Parce que là la Ligue des Champions elle commence directement en septembre, en même temps que le championnat. En plus de ça, pour les joueurs de foot, les organismes et tout, c'est très compliqué, il y a beaucoup de blessures. Alors que là, tu vas éviter les blessures, ce qui fait qu'à chaque match, quasiment à chaque match, il y aura tes gros joueurs. Donc ça va ramener encore plus de monde dans les stades et ça va créer vraiment cet effet de rareté. Parce que le championnat, il va jouer dans un temps limité. La Ligue des Champions, elle va jouer par exemple sur 6 semaines et après, un an après, il faudra attendre pour la Ligue des Champions. Alors que là, la Ligue des Champions, elle commence en septembre, je crois, et ça finit en mai. Donc c'est quasiment toute la saison. Voilà. Et pendant qu'il y a tous ces matchs-là, tu as les matchs du championnat. Donc des fois, maintenant, tu as des matchs en semaine. Des fois, tu as la Ligue des Champions en même temps qu'il y a les matchs de championnat. À côté de ça, tu as l'Europa League. Là, ils ont créé une autre compétition encore. Dans la semaine, si tu veux regarder du foot, il y en a tout le temps. Alors que là, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire un effet de rareté, justement, et mettre moins de matchs, ce qui va faire qu'il y aura plus de gens qui vont regarder les matchs, et donc ça va générer encore plus de revenus. Plutôt que se dire, on va tous jouer entre nous, vu qu'on est des très gros, les gens vont regarder. Non, le foot, ça ne s'achète pas, et c'est un sport du peuple. Sur ces jolies paroles, je vais terminer la vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je sais que c'est un sujet dont j'ai pas l'habitude de parler, mais là ça touche au business et au football qui sont mes deux passions et j'étais obligé d'en parler. Donc si tu as aimé le sujet, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toujours plus de sujets de ce type-là. Et également, avant de partir, comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.